Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Aujourd'hui, 6e et dernière vidéo sur l'art comme philosophie de vie. Et c'est moi qui vais répondre aux questions que j'avais posées à mes invités. Je suis Nathalie Bernard, artiste illustratrice vibratoire, médium, énergéticienne et guide mieux-être. Artiste vibratoire parce que mes œuvres sont à la fois enseignantes et diffusent une énergie harmonisante pour les lieux et les personnes. Je suis médium depuis toute petite, mais ça fait quelques années seulement que j'ai accepté de déployer cette partie-là de moi-même, qui me donne justement un accès à des informations pour aider les personnes. Je dis les personnes, mais en fait je devrais dire les êtres ou les lieux, puisque je peux aussi faire de la communication animale, voire végétale. En tant que médium, je suis aussi passeuse d'âme, c'est-à-dire que j'aide les défunts à passer vers la lumière, mais aussi les vivants qui sont en changement de vie, en transition, à passer d'une étape à une autre. La médiumnité, mais également le magnétisme, tout ça, ce sont pour moi des outils pour travailler en énergétique. Voilà, ça c'est le côté chaman que je laisse parler en moi à travers mes œuvres et à travers ce travail d'énergéticienne. Guide mieux-être. J'ai eu un parcours de vie assez riche et j'ai dû revoir aussi beaucoup de choses sur différents niveaux dans ma propre vie, ce qui me permet avec ces compétences en énergétique d'avoir une approche assez holistique. En effet, parmi les choses que j'ai dû revoir et l'approche que je peux proposer, c'est tout ce qui touche à la santé naturelle et notamment l'alimentation physiologique. De même, de par mes 15 ans de pratique martiale, d'arts martiaux internes notamment, avec le tai chi chuan, un petit peu le qigong, qui lui n'est pas un art martial, mais fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai des outils pour accompagner aussi le corps, en tout cas une vision physiologique, là aussi au niveau postural. D'autant que j'ai travaillé sur le souffle-voix également, qui est en fait ce que j'appelle de la lutherie vocale. Donc on travaille sur tout le corps. Et j'ai également, j'ai réalisé récemment que ça faisait 27 ans que je pratiquais la méditation et que je commence à l'enseigner. Voilà, donc j'ai comme ça pas mal d'outils un petit peu sur différentes couches, ce que j'appelle les couches, des strates de l'individu, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le psychisme un petit peu, et puis les outils énergétiques qui travaillent encore à d'autres niveaux, et même jusqu'au spirituel. Tout à fait, puisque, comme je l'ai dit en introduction, mes œuvres, à ma grande surprise, sont non seulement vibratoires, qu'elles émettent une qualité d'énergie particulière, mais aussi enseignantes. Un enseignement qui se fait dans le silence, et je vais d'ailleurs développer des méditations sur mes œuvres, je suis en train de développer ça. Donc oui, pour moi, l'art, que l'on soit pratiquant ou spectateur, a vraiment vocation à nous enseigner et à former l'être que nous sommes. Il constitue aussi, pour moi, un art de vivre, une vraie philosophie de vie, que j'ai trouvée bien évidemment dans les arts martiaux, mais pas que. Aussi dans les arts visuels, il y a de grands artistes qui sont de très grands enseignants en termes d'art de vivre, de philosophie de vie et en termes de formation, de l'être en devenir que nous ne cessons jamais d'être. Alors la première leçon que j'ai apprise, elle vient de ma formation initiale, puisque j'ai une maîtrise d'histoire de l'art, archéologie, et de ma pratique artistique, le fait de mettre les deux en regard. Cela m'a appris en fait la différence entre le savoir et la connaissance, et l'importance de distinguer les deux. Le savoir, c'est quelque chose de livresque, hein, c'est un acquis
qui est purement intellectuelle et théorique, alors que la connaissance est expérientielle. Elle vient de la pratique, de l'expérience de terrain. Et une petite anecdote pour illustrer ça, à la fac, j'avais un excellent enseignant en art contemporain qui faisait scandale parce que, à la fin des cours, il faisait dessiner. Et il avait expliqué notamment que certains galeristes modifiaient le nom des œuvres que leur amenait l'artiste ou qui leur demandaient de peindre dans telle ou telle couleur parce que ça se vendait mieux. Et mes collègues étudiants ne comprenaient pas en quoi cela était problématique et en quoi cela nuisait à l'authenticité et à la liberté d'expression des artistes. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'étaient pas pratiquants, ne pratiquaient pas le dessin ou la peinture. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours fait le choix, dans mes pratiques martiales, comme dans la peinture et le dessin, de donner la plus haute valeur à l'expérience, à la pratique. Parce que même une œuvre d'art, on ne peut pas bien en parler, à mon sens, si on n'a pas un minimum de connaissances techniques, donc pratiques. On ne peut pas expliquer en quoi cette œuvre, par exemple, est une vraie prouesse sur le plan technique quand on ne pratique pas du tout. Voilà, c'est complètement déraciné pour moi. Voilà, donc après, ça devient du verbiage, on peut même arriver à des non-sens parfois. Donc voilà la première leçon que j'ai apprise, faire vraiment la distinction entre qu'est-ce qui est de l'ordre du savoir, qu'est-ce qui est de l'ordre de la connaissance, et faire passer en premier la connaissance, sans les opposer nécessairement par contre. Voilà, parce que chacun est complémentaire de l'autre. La deuxième leçon, c'est grâce à la pratique du dessin, de la musique également, où en fait on a une façon d'utiliser nos sens et de le développer qui peut être superficielle ou profonde. Et la pratique d'un art, ou même le fait de l'apprécier et d'être mélomane, d'être voilà, d'aimer regarder des belles images, etc., ça forge les sens un peu plus en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distinction là aussi à faire entre voir et savoir regarder, entre entendre et savoir écouter. En dessin, par exemple, au départ, un débutant, il y a des tas de choses qu'il ne voit pas. Petit à petit, le regard se forge et on voit des couleurs dans les ombres qu'on ne voyait pas. Voilà, on affine notre regard et des choses nous deviennent perceptibles alors qu'elles ne l'étaient pas avant. On rentre aussi dans une meilleure compréhension de la structure de ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas bien vu, bien compris, ne peut pas être bien dessiné, par exemple. Et c'est la même chose avec la musique. Ce que je n'entends pas, ce que je ne comprends pas, si j'arrive pas à être à l'écoute, je ne vais pas arriver à restituer aussi la musique. Donc voilà, ma deuxième leçon, c'est vraiment entrer en profondeur au niveau de la conscience dans le déploiement, on va dire, des sens. Dans l'autre sens, là c'est l'archéologue qui parle, par exemple en préhistoire, on dessine, ça peut paraître très étonnant, mais on dessine les bouts pour résumer, hein, pour un néophyte, les bouts de cailloux qu'on trouve sur un chantier. On garde tous les petits bouts de silex, etc. Et ensuite on les dessine. Pourquoi? Parce que le fait de les dessiner, on rentre plus profondément en contact avec l'objet et on en comprend mieux la structure. Les informations remontent en le dessinant. Et ainsi, ça peut nous permettre, d'assembler des morceaux entre eux et de reconstituer, dans certains cas, voilà, de voir le nucléus et les autres parties, les éclats qui sont sortis de la pierre d'origine quand elle a été taillée. Donc vraiment, moi, deuxième leçon que je retiens, c'est ne pas hésiter à affiner ses sens. Voilà. Donc la pratique et le fait d'apprécier un art, déjà, monte le curseur, voilà, pour apprendre à voir, pour vraiment apprendre à regarder, apprendre à écouter. Voilà pour les deux leçons
que j'ai retenues de mes pratiques artistiques. Un savoir-être qui, moi, me semble vraiment très précieux et qui est souvent attribué malheureusement uniquement aux créatifs et aux artistes, c'est la créativité. La créativité, on peut vraiment la déployer dans tous les secteurs de sa vie, de la cuisine à son activité professionnelle, même la gestion de son quotidien, de son domicile ou son rôle de parent, par exemple. C'est elle qui, pour moi, nous fait trouver des solutions innovantes à des problèmes, voire trouver des solutions tout court. Donc vraiment, c'est un savoir-être qui est développé par les pratiques artistiques, qui est un acquis vraiment précieux. Après, il y en a d'autres, hein. Donc, comme je disais, il y a la relation à l'autre à travers la musique, mais aussi des arts martiaux. Dans les arts martiaux, ben, il y a gérer les conflits autrement, ne pas avoir peur aussi des fois de, de la confrontation, faire la distinction aussi entre l'usage de la force et la violence, qui n'est pas du tout la même chose. La présence aussi, la qualité de présence. Alors ça, c'est surtout vrai pour les arts corporels et la musique, hein, parce que si je pense à autre chose, à un moment donné, ça va coincer. Voilà, si je pense à mon repas de midi alors que je manie un sabre d'1,1 kg, voilà, je risque de me blesser, hein, donc j'ai intérêt à être présent. Pareil, quand j'ai un partenaire en face qui manie une arme, quand on fait du travail aux armes à deux ou en musique, voilà, si je commence à penser à mon repas ou à ce que je vais faire ce soir, alors que je suis en train de jouer avec d'autres, eh bien, je vais peut-être me décaler, peut-être. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, cette qualité de présence, à l'instant présent, c'est quelque chose, un savoir-être qui est précieux pour le reste de notre vie. Alors, parmi les savoir-faire que j'ai appris dans mes pratiques, il y a notamment le fait de savoir lire une image. Alors, à la fois en histoire de l'art, on travaille beaucoup là-dessus, mais en tant qu'artiste, on travaille encore plus loin là-dessus, je dirais. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement précieux et que l'on peut transposer dans le reste de notre vie. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement analphabètes de l'image. Pourtant, on vit dans une société où l'image a une place prépondérante. Et cela permet d'appréhender les choses différemment, d'avoir un certain recul et de comprendre un petit peu les messages induits dans les images qu'on peut nous présenter, par exemple avec la publicité, et peut-être d'être moins perméable à ça, quand même. D'avoir plus de recul et de voir quand il y a quand même quelque chose qui est dissonant, qui n'est pas aligné entre le discours et ce qui est montré. Je vous donne un exemple. La cantine, à l'école, en fait, ils ont distribué un petit prospectus sur l'alimentation saine, sous forme d'une petite bande dessinée. Et en fait, mes enfants qui ont heureusement, qui sont influencés par le fait d'avoir une maman artiste, je leur ai posé la question, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche quand même dans ce qu'on vous montre là? Et mes enfants, tout de suite, ils ont dit oui. Dans toutes les images, l'alimentation qu'on prône comme saine, il n'y a aucun fruit, aucun légume. Il y avait de la saucisse, de la charcuterie et de la viande essentiellement. Et c'est là qu'on peut voir la corrélation entre le lobby qui communiquait auprès des familles à travers la cantine et le discours, quoi. Voilà, pour eux, ce que c'est l'alimentation saine, c'est ce qu'ils produisent et ce qu'ils vendent, et ce qu'ils veulent qu'on achète, avec tous les problèmes de santé publique ou autres que ça peut poser. Voilà, ce savoir-être-là, il est quand même précieux pour un petit peu éviter de se laisser abuser, et puis aussi retirer des enseignements des images. Voilà, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi des choses précieuses qui peuvent être véhiculées par les images. Alors, des savoir-faire, il y en a pas mal d'autres. Ben, il y a cette écoute fine du corps, par exemple. Là, c'est sur les arts corporels.
Parce que d'un jour à l'autre, notre corps n'est pas toujours dans le même niveau d'énergie. Donc on apprend à gérer, parce qu'il y a des jours, ce qu'on a fait la veille, ça passe pas. Et d'autant plus quand on est une femme avec des cycles, les modifications corporelles sont beaucoup plus importantes que pour les hommes. J'ai appris aussi, d'ailleurs, en faisant voilà, des pratiques martiales un peu plus appuyées comme du sanda, et bien que c'est de la boxe pied-point, hein, que physiologiquement, les femmes ne fonctionnent pas tout à fait pareil que les hommes. Et que en termes sportifs, on va dire là pour l'aspect physiologique, qu'on ne pouvait pas gérer les choses de la même façon. Et qu'il fallait du coup bien choisir ses partenaires de travail par rapport à ça. Donc ces compétences, elles me sont utiles, la connaissance du corps, la connaissance à la fois expérientielle, intuitive et physiologique, hein, puisque ça m'a permis d'acquérir des connaissances plus physiologiques à travers le chant aussi, la pratique du chant, d'avoir une écoute du corps, une compréhension, un regard plus affûté, plus affiné sur ce qui se passe, sur ce qu'il exprime. Voilà, et pour la musique, des compétences en termes d'écoute, hein, le son, qualité de son. Après, en termes de peinture, j'ai appris aussi des techniques, plusieurs techniques anciennes. Je pense qu'aujourd'hui, donc il y a cette idée de devoir de mémoire quelque part, de reliance à nos prédécesseurs. Nos anciens sont déjà passés par là, ont emprunté des chemins, ils ont développé une connaissance de la matière, des matériaux, alors même si on a évolué là-dessus. Et c'est un petit peu dommage, hein, voilà, de mettre un couvercle là-dessus et de ne pas s'y intéresser. Après, d'en faire quelque chose, soit de le moderniser. Par exemple, moi, je peins sur bois et pas sur toile, parce que justement, l'expérience nous a montré, en termes de conservation, que la toile, c'était pas trop ça, quoi. Aller dans les musées, regarder les œuvres sur bois de la Renaissance, notamment de la peinture flamande, et vous allez voir dans quel état elles sont par rapport à la toile. La peinture sur la toile, la peinture se décolle, enfin il y a vraiment pas mal de soucis. Après, le bois a ses inconvénients, donc on a des matériaux qui maintenant sont beaucoup plus stables, comme du bois reconstitué, comme le MDF par exemple. Donc voilà, ça m'a appris les compétences voilà, au niveau du travail des matériaux, de l'interaction aussi des couleurs entre elles. Plus on mélange de couleurs, plus on a quelque chose de terne, de moins lumineux. Donc vraiment apprendre à distinguer quelle couleur pour quel usage. Je pourrais en parler encore longtemps. Finalement, il y a quand même beaucoup de compétences acquises par toutes ces pratiques artistiques. Donc je vais m'arrêter là. Oui, je pense que mon travail en tant qu'enseignante, mon guide, c'est vraiment d'aider à voir, d'aider à entendre, d'aider à ressentir. Je me rappelle d'une personne qui était émerveillée de voir toute la sensibilité, hein, comment mes sens pouvaient être déployés vraiment de manière très, très fine. Et lui, il avait l'impression qu'il ressentait rien. Il avait l'impression de se sentir comme anesthésié. Bon, c'est assez terrible quand même, hein. Alors ça, c'est avantages et ses inconvénients. Voilà, j'ai pu l'aider un petit peu à affiner tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans l'enfance, bien sûr, qui se développe après, quand on est jeune, en fonction de ce qu'on pratique. C'est aussi une question de conscience. Donc oui, j'essaye d'amener à développer ça à n'importe quel âge que ce soit, parce que je pense que même après, on peut quand même, à l'âge adulte, apprendre à percevoir, apprendre à ressentir, à aller plus loin, donc à développer et déployer sa conscience et ses sens. Pour moi, ça marche ensemble. Et d'ailleurs, cette forme d'anesthésie, elle donne une perte de sens. Donc quand on retrouve ces sens, quand on les déploie, la beauté devient plus accessible et le sens des choses de la vie aussi. Concernant la créativité, j'ai déjà animé des groupes et c'est quelque chose que j'essaye de faire toucher du doigt, déjà en déboulonnant certaines croyances qui sont quand même assez répandues, qui veulent que, soi-disant, la créativité ne serait réservée qu'aux artistes et aux créatifs. En fait, c'est faux.
Les enfants, ils sont naturellement créatifs par essence, et le problème, c'est que notre éducation fait que, ou notre environnement aussi, fait que on la perd. On a tendance à perdre cette capacité. Et cette capacité, elle est là chez tout le monde au départ. L'important, c'est de la retrouver. Et notamment, donc j'interviens parfois dans les écoles. Et dans ce cas-là, je propose des jeux créatifs, notamment le dessin. Là, il y a des outils puissants, les enfants adorent, même ceux qui n'aiment pas dessiner. En général, ils en redemandent. J'ai aussi parlé d'écoute, voilà, d'apprendre à s'écouter, écouter l'autre, entrer en soi, exprimer ce qui est à l'intérieur. Ça, oui, le dessin, c'est là pour ça. Et puis apprendre à voir, apprendre à regarder. Là, c'est plutôt tourné vers l'extérieur, comprendre le monde dans lequel on vit, arriver à voir les structures des choses, les couleurs, avoir une vision plus fine. Voilà, donc travailler le ressenti, la sensibilité. Oui, c'est tous ces aspects que j'ai évoqués. Le savoir et la connaissance, faire la distinction entre les deux, bah là, elle se fait par les pratiques que je propose. Et d'ailleurs, même en développement personnel, en méditation, etc., je prends appui sur la pratique. Les explications viennent ensuite, elles viennent du vivant. Donc oui, dans mes accompagnements, j'apprends à voir, j'apprends à ressentir, j'apprends à se centrer, à être. Alors les changements que je constate dans les pratiques que j'enseigne, c'est être mieux dans son corps, plus aligné, être plus à l'écoute de soi, des autres, développer un peu plus de sensibilité, donc être capable de voir, de décrypter un petit peu plus les ombres, les lumières, les subtilités, connaître le processus créatif, savoir par quelles étapes passer, parce que la créativité c'est aussi en réalité un processus qui a ses étapes, ses lois. Par exemple, quand j'enseignais le dessin, les adolescents, eh bien, ils ont acquis de solides connaissances techniques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour vraiment déployer leur créativité, ce qu'ils ont envie de faire, de dessiner, leur sensibilité aussi. Voilà, vraiment la déployer et prendre du coup beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils ont envie de faire. Dans les pratiques corporelles que j'ai enseignées, hein, puisque j'ai également enseigné le tai chi, bah, les gens sont mieux dans leur corps, plus centrés. À travers les Twishu, ils interagissent aussi avec les autres. Et la créativité, là, je la fais travailler d'une autre façon, c'est-à-dire que les limites du corps, hein, puisque on peut avoir une douleur ici ou là, un problème physique, ne sont plus un obstacle, on en apprend à les gérer et à s'adapter. Mais on fait quand même, voilà, on fait quand même son enchaînement, on apprend quand même. Et petit à petit, dans certains cas, on apprend à travailler dessus pour augmenter l'amplitude, pour un petit peu comme finalement en dessin, on augmente son amplitude sensorielle, je dirais, hein, on voit plus de choses. Et bien, avec les pratiques corporelles, c'est pareil, on peut augmenter petit à petit sa souplesse corporelle, sa souplesse intérieure, mentale. Voilà, donc je constate, oui, que les gens gagnent en bien-être, en sérénité. Ils gagnent aussi en richesse, on va dire, d'interaction avec leur environnement, puisque les sens sont un petit peu plus développés. Donc ils sont mieux dans leur vie, mieux dans leur être, mieux dans leur corps. Voilà. Un artiste qui, moi, est cher à mon cœur, c'est Léonard de Vinci. Un grand créatif. Quelqu'un vraiment qui a une espèce comme ça de joie et qui s'amusait, hein, quand on lit son traité sur la peinture. Il y a des jeux, il propose des jeux, des émulations entre artistes notamment. Les enseignements, il y en a beaucoup, mais c'est quelqu'un qui était à la fois très spirituel, très sensitif, sensible, un homme de cœur, je pense, et puis
très très créatif, il se donnait aucune limite, avec beaucoup d'énergie. Voilà, il s'interdisait pas d'étudier les mathématiques sous prétexte que il faisait de la peinture. D'ailleurs, ses peintures sont très très complexes en termes de composition. Il n'y a pas une peinture, il n'y a pas sous-jacent une relation au nombre d'or et à la géométrie sacrée, par exemple. Voilà, il avait une passion pour la matière, pour explorer vraiment la matière dans toutes ses capacités. Ça lui a d'ailleurs été reproché parce que je sais qu'il a été en procès sur une de ses fresques, qui d'ailleurs, je crois, ne se conserve pas forcément très bien, parce qu'il a expérimenté beaucoup, et ces expérimentations ne sont pas toujours heureuses. On réussit pas toujours quand on expérimente, voilà. Cet artiste-là est quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup, parce qu'il allie vraiment le spirituel, le matériel, cette soif aussi de comprendre, d'explorer, tout ça dans quand même une certaine excellence, hein. Donc pour moi, c'est vraiment un artiste accompli et un être humain aussi accompli. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Après, il y en a plein d'autres, hein. Donc, pour en citer un deuxième, alors c'est pas évident, je vais essayer de prendre autre chose que de la peinture. Moi, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué en musique, par exemple, c'est Debussy, qui a enfin, une sensibilité, une finesse dans sa création. Mais il y a Chopin aussi, des grands sensibles. Et enfin, voilà, le fait que ce soit des hommes et qui sortent quelque chose d'aussi sensible, d'aussi subtil, ça m'a toujours beaucoup touchée, de me dire waouh, voilà, la partie féminine de ces hommes-là qui est assumée, qui est pleinement explorée. Et en même temps, l'expérience vraiment de leur musique qui émane et qui touche l'âme. C'est une profondeur, c'est vraiment d'une beauté, c'est saisissant. Voilà, donc là, la leçon, elle est plutôt sensitive, expérientielle, sans mots. Et c'est bien aussi. Alors oui, je considère comme très important de s'entourer de beauté, d'art dans son quotidien, mais à condition de bien choisir les œuvres, que ce soit la musique, que ce soit des peintures, hein, des reproductions, parce que justement, en tant qu'artiste vibratoire, j'ai bien conscience que tout ne véhicule pas de l'énergie positive, des idées positives même, autant que ça nous soutienne, plutôt que ça nous nuise, que ça nous déprime. Voilà. Donc, chez moi, j'écoute beaucoup de musique. On fait d'ailleurs des tours de rôle et on écoute un petit peu ce que chacun a envie d'écouter. Ça permet d'ouvrir, de découvrir, évidemment dans la limite de ce que chacun trouve audible pour lui. Voilà, on va beaucoup à des concerts, du classique, du jazz, un petit peu de tout, hein. Moi, par contre, je vais beaucoup moins à des expos parce que, en tant qu'artiste, j'ai eu exposé en exposition collective. Et franchement, ce qui ressort, il y a des très belles choses, mais je me sentais trop impactée par ce que j'appelle l'art bling-bling, voilà, des choses qui étaient franchement désalignées, désaccordées, où je sentais vraiment de l'énergie négative ou en tout cas brouillée. Et par contre, voilà, souvent des couleurs très pétantes, très une gestion des couleurs qui n'était pas dans la finesse et qui était juste, que moi je ressens comme vraiment, ça marche hein, pour attirer les gens, ça marche, mais je ressentais, voilà, derrière le paravent, quelque chose de creux et de vide, et ça m'impacte. Voilà, et donc je suis assez sensible en tant que médium aux influences, à toutes ces influences-là, donc c'est vrai que je suis beaucoup plus sélective maintenant. Et puis, sans parler alors de types d'œuvres qui sont, que ce soit en sculpture ou en peinture, ça change pas, voilà, de types d'œuvres qui sont dans une mouvance entre guillemets d'art contemporain, ce que certains historiens d'art d'ailleurs ont appelé lacé, c'est-à-dire que il y a une scission dans l'art contemporain, hein, moi, puisque je peins aujourd'hui, ici et maintenant, tout ce que je crée, c'est de l'art contemporain, hein, c'est contemporain de vous, du public.
mais ce n'est pas l'AC, c'est-à-dire l'art contemporain qui est classé par nos élites et encensé et qui véhicule bien souvent malheureusement des choses très négatives en termes d'énergie, très basses. Ouf, c'est voilà, je peux plus, ni en termes artistiques, ni en termes énergétiques, voilà. Donc oui, s'entourer d'art, pour moi c'est important, et s'ouvrir à l'art dans des lieux dédiés, c'est important aussi. Mais attention à quoi on s'ouvre, vers quoi on va et de quoi on s'entoure. On sous-estime souvent beaucoup l'impact sur nous, hein. Et d'ailleurs, pour moi, je fais le parallèle avec la nourriture, c'est que c'est vraiment important de bien choisir ce qui nous nourrit vraiment. Donc en termes de nourriture, mais aussi en termes de ce qui se passe par mes oreilles, hein, ce qui passe par mes yeux, donc en termes de mes lectures, mes émissions, les émissions que je peux suivre ou pas, et les images, les musiques, tout ça. Pour moi, c'est une forme de nourriture énergétique, intellectuelle, émotionnelle, et donc il est vraiment important d'avoir une bonne hygiène, un bon choix de ce qui me nourrit vraiment, dans le bon sens, qui va dans le bon sens, dans le positif, du reste. Donc vraiment faire le tri. Pour moi, c'est important. Alors, pour moi, dire que tout le monde est artiste, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est comme quand j'entends tout le monde est médium, tout le monde est passeur d'âme. Voilà, on est tous plombiers aussi, on est tous mécaniciens, on est tous, voilà, on est tous boulangers, on est tous musiciens, on est tous tout, quoi. Alors dans l'absolu peut-être, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Voilà. Moi, ça, je m'inscris en faux contre ça. Ce diktat de on est tous pareils, on a tous, voilà, on a tous les talents, je crois que c'est faux. D'une part parce que on est ce que l'on décide d'être, c'est-à-dire aussi c'est un engagement. Être artiste, c'est un engagement sur la durée. De même qu'être plombier ou etc., c'est un engagement par rapport à cette pratique-là. Ce sont des savoir-faire, peut-être aussi des savoir-être particuliers. Je ne peux pas les développer si je ne pratique pas. En tout cas, je ne peux pas les développer à leur plus haut niveau. Donc tout le monde n'est pas non plus sportif de haut niveau, etc. Il faut arrêter avec ça. On peut s'y essayer, on peut faire de la plomberie le dimanche, du jardinage le dimanche, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas le nôtre non plus, quoi. Voilà, donc je pense que autant je suis plutôt favorable, enfin j'invite les gens à avoir des pratiques artistiques, autant être artiste, c'est vraiment quand même un engagement tout autre. Par rapport à la personne qui a ces capacités-là et qui s'engage dans cette voie-là, je trouve que c'est vraiment irrespectueux. Dire des mots qui fâchent, mais pour moi, je trouve que c'est quand même un manque de respect et de reconnaissance envers qui elle est. Donc c'est quand même aussi une négation de sa spécificité. Donc non, on n'est pas tous pareils et c'est heureux. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans la diversité que on s'épanouit. La nature, elle, je veux dire, il n'y a pas que des rouges-gorges ou que des mésanges, il y a des tas d'oiseaux différents parce qu'ils sont complémentaires, ils ont des qualités propres, chacun. Et que du coup, c'est pour ça aussi que chacun a sa place. Dans la nature, on n'a pas que des sapins, que des cerisiers, voilà, il y a une diversité. Dans les êtres que nous sommes, humains, il y a une diversité aussi, et dire qu'on est tous ceci ou tous cela, c'est nier cette diversité. C'est nier l'unicité de chacun. Et donc la place aussi que chacun a et de ce qu'il peut apporter. Et je trouve que d'ailleurs, il y a pas mal ce problème dans notre société contemporaine où on veut tout niveler, tout ramener, plutôt tirer vers le bas d'ailleurs, et personne, ça ne profite à personne au final. Après, on perd beaucoup à vouloir absolument tous se ressembler, quoi. Parce qu'on perd la complémentarité et on perd les savoirs,
et ça devient quand même assez grave aussi, hein. Par contre, tout le monde peut avoir une pratique artistique, parce que ça ouvre, ça permet de développer certaines qualités, d'assouplir l'être dans certaines dimensions. Mais après, tout le monde non, n'est pas artiste, tout le monde n'est pas guérisseur, tout le monde n'est pas médium. On peut avoir quelques qualités par rapport à ça, mais c'est pas le même engagement. Pour moi, l'art a des vertus thérapeutiques, c'est clair, sous diverses formes. Par contre, je n'ai jamais voulu adhérer au concept ou à l'idée de l'art-thérapie. C'est quelque chose qui, moi, ne me parle pas, même si l'art peut être thérapeutique. Instrumentaliser l'art de cette façon-là n'est pas moi quelque chose qui me parle. Par contre, la dimension thérapeutique de l'art, bien évidemment, en tant qu'artiste vibratoire, elle me parle. Mais c'est juste que cela me gêne de le réduire uniquement à ça, parce que pour moi, l'art a vraiment vocation à l'évolution humaine de manière beaucoup plus large, et l'évolution spirituelle aussi. Donc l'art étant transcendant par essence, il ne peut pas être réduit uniquement à sa dimension thérapeutique. Ceci étant dit, j'ai découvert moi-même son potentiel de guérison. Ne serait-ce que déjà la créativité, qui en elle-même est guérissante et beaucoup sollicitée dans la plupart des pratiques artistiques. Je me suis intéressée à son processus, comprendre comment elle fonctionne, et c'est vrai que quand on la débloque, en général ça se déverse dans tout le reste de notre vie. Et c'est quelque chose de relativement guérissant, parce qu'en fait elle a un lien très étroit avec notre enfant intérieur, qui lui a souvent été blessé. Donc la rétablir, c'est aussi guérir cette part de nous. En ça déjà, l'art a une dimension thérapeutique. Pour moi donc, les pratiques artistiques sont un moyen, un outil privilégié pour faire vraiment un retour sur soi en profondeur et se reconnecter à cet enfant intérieur et le guérir. Et je dirais même que c'est peut-être une étape importante dans la vie d'un adulte de faire ce travail-là. Au-delà de ça, il y a aussi, bien entendu, la dimension vibratoire. C'est celle qui m'a le plus étonnée. Je pensais être seulement peintre, dessinatrice, illustratrice professionnelle. Et ce sont des gens très sensitifs qui m'ont montré que non, même mes portraits, mes natures mortes, tout cela avait une forte dimension vibratoire. Ils m'ont montré aussi leur dimension énergétique harmonisante. Ils m'ont fait prendre conscience de ma part de médiumnité et combien mes œuvres sont enseignantes. Et c'est en faisant des tests où j'ai fait méditer des personnes sur mes dessins ou mes peintures que c'est vraiment révélé cette dimension-là. Je me suis donc aperçue que ça touchait, que ça interpellait l'être, voire jusqu'à l'âme, au niveau profond. Avec le recul, c'est bien les retours que j'avais eus sur certaines expositions où les gens l'exprimaient inconsciemment et autrement, mais certaines personnes ont été venues vers moi vraiment très touchées par mes travaux. Et là, j'ai compris, en voyant déjà que le cœur des gens était touché, qu'effectivement, certaines œuvres d'art, et les miennes en particulier, avaient cette capacité à relier la personne à des parties profondes d'elle-même. Et que le fait d'atteindre, via une œuvre, ces parties-là, peut permettre d'entrer en dialogue avec elle et de faire émerger des sources de changement dont la personne a besoin pour son bien-être. Par ailleurs, je sais que pour la musique, cet aspect-là a été assez étudié et que certaines fréquences ont des vertus thérapeutiques. Et comme beaucoup de gens, j'ai bien sûr entendu parler de la musicothérapie. C'est un petit peu moins le cas pour les arts graphiques, quoique on commence quand même à reconnaître et étudier les impacts de la couleur sur les émotions, mais aussi sur le corps physique. Et je suis convaincue que c'est un facteur important à prendre en compte pour le bien-être à la maison ou au travail. On redécouvre quelque part ce que les anciens ont formalisé depuis des millénaires. J'ai d'ailleurs vu récemment un article d'un journal canadien
qui expliquait que là-bas, les visites dans les musées étaient remboursées par la sécurité sociale parce qu'on leur prêtait des vertus curatives. Alors évidemment, j'étais ravie d'apprendre ça. Et pour moi, c'est vraiment l'harmonie et la beauté qui se dégagent des œuvres d'art, que ce soit la musique, la peinture, qui a cette vertu curative et harmonisante. Et je trouve qu'en ça, les musées, les galeries d'art sont aussi des lieux de ressourcement, à condition de bien choisir quelque chose qui nous correspond, qui nous parle. Au final, dans tout ça, pour moi, ce qui relève du bon sens, c'est que tout simplement, regardez comment vous vous sentez dans un bel environnement, un environnement harmonieux. En général, ça influe quand même beaucoup sur nos émotions, même notre corps physique et sur nos pensées. Ceci étant dit, même si mes œuvres s'avèrent harmonisantes, parce que justement la beauté et l'harmonie sont des fréquences vibratoires plus élevées que le désordre et la disharmonie, sur lesquelles notre corps, notre émotionnel, nos pensées, comme je viens de le dire, vont se syntoniser, s'harmoniser. Ça ne se réduit pas donc à une simple prescription, une pilule d'art-thérapie. Ça va bien au-delà de ça. Pour moi, la beauté et l'harmonie sont essentielles. La beauté inclut certaines choses, certaines valeurs, comme la joie, l'amour, l'harmonie. Donc la beauté a lieu à voir aussi avec le vrai, le juste, l'authenticité. Une espèce d'amour inconditionnel de la vie qui s'exprime aussi à travers elle. Il y a aussi l'idée du sens, quelque chose qui fait sens, qui est aligné sur les lois universelles, voilà, sur la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, que je la ressens, et c'est ce que ça me fait quand je suis à l'extérieur, quand je regarde quelque chose. Si je sens pas cet alignement sur la vie, sur les lois universelles, sur les valeurs que j'ai dites, en général, je ne le ressens pas comme beau, quoi. Alors, il y a évidemment cette part subjective de la beauté, mais je pense quand même qu'il y a une forme de transcendance de la beauté et qui va au-delà du temps, des âges et des cultures. Moi je crois à ça. Donc je donne une place de choix à la beauté. Et il m'a fallu tout un chemin pour comprendre que la beauté n'impliquait pas forcément la perfection. On peut d'ailleurs tendre vers la perfection, mais rarement l'atteindre. C'est à nous, artistes, de faire vraiment remonter la beauté des profondeurs. Si je dessine un œuf à la coque, par exemple, c'est quelque chose du quotidien, ça peut être très très beau. C'est à moi aussi de montrer ça, et je suis toujours très très triste, très profondément affectée quand les gens ne voient pas ça, quand on ne voit pas la beauté qui les entoure, ou la beauté de certaines œuvres d'art, même chez nos grands classiques, hein, comme Rembrandt. Voilà, je suis toujours attristée de ça, quand les gens ne sont pas touchés, sont imperméables. Elle a une place de choix, elle a la première place pour moi, vraiment. C'est le chemin de beauté des Amérindiens, qui est vraiment un chemin de guérison, un chemin d'alignement. Et la beauté aussi nous ressource, elle nous nourrit, elle nous recentre, elle nous montre le chemin. C'est vraiment mon fil conducteur. Alors oui, évidemment, l'art, pour moi, a une dimension philosophique. Elle l'a toujours eu, d'ailleurs. Notamment à travers les écrits d'artistes, on voit bien que quand même beaucoup d'artistes sont imprégnés de philosophie. Et quand ce n'est pas le cas, il y a souvent une philosophie de vie de toute façon, de par leur pratique, le fait de se poser pour dessiner. Et on retrouve ça aussi en Asie, avec par exemple les écrits de Citrouille amère, qui était un peintre chinois classique, qui sont ces écrits sont absolument fabuleux. Voilà, donc pour moi, intrinsèquement, l'art a vraiment une dimension philosophique. Et le véhicule aussi, il a eu quasiment de tout temps, là c'est l'historien de l'art qui parle, mais il a eu de tout temps rôle de véhiculer et la philosophie d'ailleurs et la spiritualité pour des gens qui ne savaient pas forcément lire.
Donc c'est vraiment, vraiment la vocation première de l'art, hein, la beauté, la philosophie et la vie. Voire, bon, après on peut aussi parler de la vocation spirituelle et chamanique, plus intuitive, plus sauvage, je dirais, avec la préhistoire. Alors quand il atteint une dimension politique, où il porte des idées politiques, il y a du bien et du moins bien, hein. Ça, l'histoire l'a montré à travers les créations, que ce soit architecturales, sculptures, peintures, etc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Révolution russe, par exemple, ou chinoise. Donc là, je pense que, par contre, l'artiste a une grande responsabilité sur ce qu'il représente, les énergies qu'il véhicule aussi, hein, ça va assez loin. Et la dimension spirituelle, bien sûr, comme je le disais, c'est vraiment l'art premier, d'abord dans sa raison d'être. Et j'ai eu la chance d'être parmi les premiers après quelques milliers d'années, d'être mis en présence de gravures dans un tout petit, voilà, dans un tout petit boyau, enfin la fin d'un tout petit boyau dans une grotte préhistorique dans les Pyrénées. Là, effectivement, intrinsèquement, l'art, dès le départ, a eu une vocation spirituelle. Et je pense que à l'heure actuelle, l'art a vraiment besoin, est en train, de toute façon, c'est en train de se faire à travers moi, à travers d'autres artistes, a vraiment besoin de retrouver ses racines spirituelles, d'exprimer aussi ça, pas que, mais aussi cette dimension spirituelle. Voilà, qui était là, je le répète, dès le départ. L'art s'est créé à partir de cette connaissance, ce besoin spirituel. Donc sur la dimension spirituelle, l'art pour moi, c'est que ce soit la musique, que ce soit la peinture, le dessin, ce sont vraiment des sources d'enseignement dans le silence. Ça peut être des enseignements très puissants parce qu'ils touchent l'être en profondeur. Et ils ont l'avantage, quand ça touche vraiment les profondeurs, de squeezer un petit peu le mental. Eh bien pour moi, quand on est face à une image qui a une forte valeur spirituelle, c'est ce qui peut se passer. On peut vraiment être saisi. Et ça peut court-circuiter le mental et vraiment nous aider à toucher cette dimension-là. Pour ce qui est de mon actualité, j'ai pas mal de choses en préparation, dont un livre en médiumnité avec des illustrations. Je n'en parle pas davantage pour rester informé de tout ça. Alors, il y a la page Facebook Couleur Lumière, sur laquelle vous pouvez suivre mon actualité, mais sur laquelle j'offre aussi beaucoup de belles images et de citations inspirantes et de nourriture artistique. Ensuite, le site internet qui est en construction, couleur-lumière.art. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet pour être informé de sa sortie et faire partie de la newsletter. Donc pour me contacter, vous pouvez très bien le faire notamment par la page Facebook. Sur le site internet couleur-lumière.art, il y a l'adresse de l'ancien site qui est pour l'instant toujours d'actualité, sur lequel vous pouvez voir des œuvres et accéder à la boutique aussi pour acheter des œuvres ou des reproductions. Il y a également la chaîne YouTube Couleur Lumière, sur laquelle j'ai plaisir à interviewer d'autres artistes ou d'autres personnes inspirantes et sur les thématiques qui me touchent. D'ailleurs, sur cette chaîne, je vais bientôt sortir une conférence que je viens de donner sur l'art dans l'évolution humaine, qui va pouvoir intéresser tous ceux qui sont intéressés par l'art, mais également des thérapeutes, puisque ça donne un aperçu de ce que peut faire l'art pour notre guérison intérieure et l'évolution humaine. Il y aura probablement aussi des petites chroniques sur l'inspiration du moment. J'ai prévu aussi de faire des YouTube Live sur différents sujets, notamment des méditations de groupe sur mes œuvres, méditation enseignement. Pour suivre tout ça, il suffira de s'inscrire sur le site internet pour recevoir la newsletter ou sur la page Facebook, ou encore s'inscrire à la chaîne YouTube, ou les trois à la fois.
Je vous dis donc au revoir et à bientôt. Voilà, cette auto-interview est maintenant terminée. S'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de saupoudrer de la beauté et de l'art dans votre vie. Bye bye!